c'est à la fois de l'investissement dans les startups, parce qu'une startup, c'est des fonds classiques qui viennent à leur capital. Là, nous, on devient un fonds philanthropique, c'est-à-dire qu'on va dire à la startup, tu nous ouvres ton capital, on va t'accompagner, mais en plus de ça, en fait, ta réussite viendra financer le bien commun. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Gervais et Noé Gersanois, les co-directeurs de Raise Sherpa, pour parler de finances philanthropiques. Raise Sherpa, c'est le fonds de dotation du groupe Raise et premier accélérateur philanthropique dédié aux startups françaises. En septembre dernier, ils ont lancé Feature, le premier fonds tech 100% philanthropique qui finance des associations. Anne-Sophie et Noé nous racontent comment ils pilotent cette innovation, qu'ils espèrent voir adoptée par d'autres, avec en prime un petit cours 101 sur le capital investissement. Je remercie RZN Radio, un fidèle partenaire, qui nous a accueillis dans son superbe studio d'Issy-les-Moulineaux. Bonne écoute! Anne-Sophie Gervais, Noé Gersanois, bonjour. Merci d'être avec moi dans les superbes studios de RZN Radio à Paris. Merci de nous recevoir. Ouais, merci beaucoup. Alors, j'y vais avec les présentations. Anne-Sophie, tu es diplômée de l'Université Paris-Dauphine en comptabilité, contrôle et audit et de l'ESSEC en entrepreneuriat social. Avant de rejoindre Raise Sherpa en 2016, tu as dirigé l'incubateur de Dauphine et l'incubateur social de l'ESSEC. Noé, toi, tu as étudié l'économie et la finance à Sciences Po Strasbourg, où tu es à présent conférencier invité en entrepreneurship. Ancien hockeyeur de haut niveau, tu ne lèves plus le palais, mais tu fais à présent dans la levée de fonds, aux côtés d'Anne-Sophie, avec qui tu co-diriges Raise Sherpa depuis 7 ans. On va bien évidemment beaucoup discuter de Raise Sherpa et de son initiative Feature. Mais avant ça, on va remonter un petit peu le fil rouge, parce que ce sont des projets qui s'enchâssent les uns dans les autres. Alors, on connaissait la finance responsable, qui consiste à financer des projets socialement responsables. La finance solidaire, qui investit dans l'économie sociale ou solidaire. La finance verte, qui poursuit un objectif environnemental. Et vous avez inventé la finance philanthropique, qui finance des causes. Alors, Raise Sherpa, c'est un fonds de dotation et un accélérateur philanthropique de la société d'investissement Raise, qui a été fondé par Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Et Raise reverse 50% de ses plus-values à Raise Sherpa pour octroyer des prêts à taux zéro à des startups tech en post-amorçage et les accompagner gratuitement. Alors attention, ça va jargonner. Feature, c'est le volet Equity de Raise Sherpa qui a été lancé en septembre 2022, c'est-à-dire qui permet d'investir des capitaux propres. Est-ce que c'est exact ? Ok. Est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, rapidement expliquer la différence entre le financement non dilutif, l'equity ? Déjà, bravo, parce que c'est assez bien restitué sur ce qu'est Raise, comment ça se décline avec Raise Sherpa, ce que fait Raise. Effectivement, donc c'est un groupe, une société d'investissement et un groupe d'innovation qui a vocation à abandonner. Enfin, c'est vraiment les équipes de gestion au sein du groupe, donc les équipes qui vont faire les investissements, parce qu'il y a différentes gammes de fonds au sein du groupe Raise. Il y a des fonds, ce qu'on va appeler des fonds de capital développement, des fonds de capital risque, il y a un fonds immobilier, etc. Et donc, c'est une espèce de plateforme d'investissement où les équipes de gestion abandonnent 50% de ce qu'elles gagnent. Donc, c'est vraiment les équipes, nos collègues, qui abandonnent une partie de ce qu'ils gagnent pour que nous, on puisse avoir un budget, on puisse être doté financièrement et on puisse, derrière, réaliser nos actions, à savoir accompagner gratuitement des startups à travers un modèle d'accélérateur philanthropique. Effectivement, chez Raise Sherpa, on va proposer, dans le cadre de notre accompagnement vers ces startups, du financement à la fois dilutif et du financement non dilutif. C'est assez simple. Le financement dilutif se fait au travers de Feature, qu'on pourra détailler plus tard. Là, l'idée, c'est vraiment d'investir en capital. Investir en capital, c'est effectivement investir des fonds au capital des startups qu'on va cibler et donc de détenir une petite part, un petit pourcentage du capital de ces startups. Le financement non dilutif, à l'inverse, on ne détient pas un pourcentage du capital des entreprises, on leur prête de l'argent. Donc sur leur bilan, c'est pas tout à fait la même chose.
Et on va venir donc prêter, nous, des prêts à taux zéro. On a aussi des prêts à 5%, qu'on appelle des prêts participatifs. Mais bon, là, je veux pas perdre tout le monde. Donc voilà. Et on fait les deux, parce qu'aujourd'hui, sur le marché des startups, on s'est rendu compte qu'on a démarré par le financement non dilutif, donc les prêts, qu'il y avait un besoin assez fort sur la typologie de maturité d'entreprise qu'on adresse, à savoir les entreprises qui vont de 18 mois à 6-7 ans, ce qu'on appelle le post-amorçage. À l'époque, en tout cas, le fait de prêter via une banque traditionnelle se faisait assez peu quand on était une entreprise non rentable en forte croissance. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon je vais commencer à dire des conneries. Donc C'est parfaitement clair. Je pense qu'on a bien compris. Alors Feature, c'est le premier fonds tech 100% philanthropique. C'est la contraction de Philanthropie et Futur. Ce fonds d'investissement tech met les mécanismes du capital investissement au service de l'intérêt général en reversant 100% du retour sur investissement à des associations. Alors, peut-être qu'à ce stade, ça pourrait être utile d'expliquer la différence entre capital investissement et capital risque. Il y a pas mal de mots, de jargon qui est utilisé là-dessus, sur ces termes financiers pour décrire ce que sont ces activités. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital investissement va regrouper tout un champ d'activités qui implique d'investir en capital. Donc, c'est généralement, on investit des fonds propres. Enfin, on va gérer des fonds pour le compte de tiers. Ces fonds-là, on va les investir dans une optique de générer du rendement. Et donc ça, c'est entre guillemets la pratique du capital investissement. Et derrière, il va y avoir différents types de capital investissement. Il y a différents noms qu'on va leur donner. Je parlais de capital développement, ça va être plutôt d'investir en capital dans des PME, ce qu'on va appeler des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Donc des boîtes qui ont un historique de plusieurs années, qui sont rentables, qui ont des courbes de croissance qui ne sont pas exponentielles, mais qui sont quand même de l'ordre de 20 à 30% par an. Et donc ça va être une typologie d'investissement. On va avoir d'autres typologies d'investissement comme le capital risque, c'est d'investir typiquement dans des startups tech qui ont des courbes de croissance assez fortes, assez exponentielles, et d'investir au moment où elles sont généralement assez jeunes, peu d'historique, maximum 2-3 années d'existence, et généralement non rentables parce qu'on va privilégier la croissance à la rentabilité. Donc ça, c'est le capital risque, autrement appelé le venture, etc. Et donc il existe plein de typologies de capital investissement. On a parlé d'immobilier tout à l'heure, qui est une forme aussi de capital investissement, etc. Je ne les détaille pas toutes, mais c'est à peu près ça la différence. D'accord, donc c'est très lié finalement à la maturité de l'entreprise. Tu peux être une TPE et être rentable, et tu peux être une start-up qui a une forte croissance mais non rentable. Donc nous, notre cible de base, c'est les start-up, donc ces sociétés-là qui ont cette typologie de développement, et du coup c'est pour ça qu'on dit que Feature, on utilise les mécanismes du capital risque au service de la philanthropie, puisque la cible dans laquelle on va investir des tickets, c'est des start-up. Alors justement, ces tickets moyens, ils sont de 100 000 à 150 000 euros pour accompagner des startups de la phase de préamorçage à la série B ou C. Alors là, on va avoir besoin d'un petit cours 101 des types de levée de fonds. Expliquez-nous les différents cycles. Alors sur les différentes typologies de levée de fonds, pareil, c'est beaucoup de jargon. Même nous, on s'y perd un peu, savoir ce que c'est un seed, une levée de série B, etc. En gros, c'est simplement quand une startup se développe, elle va mettre en place des phases de levée de fonds successives, et il faut les nommer. Donc, généralement, ça va du pré-seed jusqu'à la série D, E, etc., jusqu'à l'IPO, donc l'entrée en bourse. Et en fait, entre on va dire la création et l'IPO, ces séries successives de levée de fonds, on essaye de les nommer. Le pré-seed étant généralement ce qu'on va appeler la première levée de fonds. Historiquement, on parlait de seed. Maintenant, les entreprises lèvent de plus en plus tôt, et donc on parle de pré-seed. Mais bon, faire la différence entre un pré-seed et un seed, aujourd'hui, ça devient compliqué. Simplement, la première levée de fonds va être un pré-seed, et on parle de pré-seed dans une logique généralement où l'entreprise ne fait pas de revenus, et elle a une équipe, mais elle n'a pas vraiment encore de produit. Donc elle se cherche complètement, il y a une idée, une équipe, un marché, et à ce moment-là, il y a des investisseurs qui vont se dire moi je suis prêt à prendre un risque parce que potentiellement j'aurai un très très gros rendement derrière. Voilà. Donc ça c'est le pré-seed. Ensuite vient la levée de seed successivement, série A, série B, série C, etc. jusqu'à l'IPO. Le seed, on dit que c'est de l'amorçage pour le jargon français. Ok. C'est quand tu commences à faire du chiffre, et nous avec Ray Sherpa, on intervient aussi après en post-amorçage, quand tu es déjà lancé dans ton développement.
Et puis maintenant, voilà, on parle aussi de pré-série A, etc. Donc c'est pour ça de dire c'est très évolutif. Et en fait, il n'y a pas vraiment de définition scientifique derrière ces termes-là. En fait, c'est juste des rondes de financement qu'on appelle A, B, C, D. Exactement, mais pour faire le parallèle avec la philanthropie, le fundraising, c'est le même principe. C'est que tu as des entrées de cash, donc tu sais que tu vas générer des revenus, que tu vas aussi dépenser pour payer tes salariés, etc. Et tu calcules ça et tu te dis, grâce à cette levée de fonds, je vais pouvoir tenir X mois. Et puis ensuite, je vais devoir relever. Donc, c'est exactement le même principe que dans le fundraising associatif. C'est tu as besoin de fonds pour délivrer ta mission. Donc, là, c'est pareil. Donc, ils vont chercher à lever puisqu'ils ne sont pas, c'est des sociétés qui ne sont pas rentables à un certain intervalle. Et il y a une logique donc successive et il y a aussi une logique mathématique dans le sens où ces différents rounds, ces différents tours de levée de fonds vont être délimités par des chiffres. Donc, le pré-seed, généralement, on va lever de quelques centaines de milliers d'euros à 1-2 millions. Le seed, ça va être de 1-2 millions à 3-4 millions. La série A, ça va être plutôt de 3-4 millions jusqu'à 10-12-15 millions, et ainsi de suite. Anne-Sophie, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus la mécanique feature et la redistribution, en fait, sous forme de dons à des structures à but non lucratif ? Comment ça s'enchasse, en fait, les deux features et Raise Sherpa ? Alors, peut-être pour revenir sur Raise Sherpa. Raise Sherpa, donc tu l'as dit tout à l'heure, donc nous on est financé par les équipes de gestion de Raise, donc on a 60 millions et ces 60 millions de dotations sont donnés donc un fonds de dotation qui a pour but d'accompagner gratuitement des startups dans leur développement. Donc grâce à ces 60 millions, on fait notamment des prêts. Donc aujourd'hui, on a accompagné 450 startups, on en a financé 141 à travers les mécanismes de prêts que présentait Noé. Et ces startups derrière, on va les accompagner. Donc on a pas mal de choses à faire pour elles. On a des experts, comme des coachs, si tu veux, des mentors qui les accompagnent. Et après, on a toute une partie mise en relation. On les aide à générer du business, à lever des fonds. Donc, on est vraiment les personnes, tu vois, sur lesquelles elles peuvent s'appuyer dans ces phases un peu critiques de leur développement, on va dire entre 2 et 7 ans. Donc ça, c'est vraiment Raise Sherpa. Et comme le disait Noé, donc on finance les startups et on peut le faire grâce à des prêts. Et puis après, on s'est dit, c'est quand même un peu bête d'avoir prêté notamment à des licornes françaises, donc des sociétés qui sont valorisées plus d'1 milliard, donc notamment des Mano pour nos éditeurs. On leur a prêté 100 000 euros et un jour, ils nous ont redonné 100 000 euros. Donc super, si on avait mis ces 100 000 euros au capital de ces startups, le return qu'on aurait pu avoir, on aurait pu en faire des choses, notamment dans le domaine de la philanthropie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Feature avec Noé, en se disant, utilisons ces mécanismes du capital risque au service de la philanthropie et au lieu de prêter 100 000 euros à certaines startups, on va les mettre à leur capital et on va les accompagner comme on le fait à côté et ça permettra de générer du revenu. Donc pour faire ce projet, c'est un peu complexe, mais pour comprendre la logique, en amont, on a des donateurs. Donc vraiment, c'est du don. Donc notamment des entrepreneurs à succès qui ont réussi leur société, qui croient au potentiel de transformation de l'entreprise et qui se sont dit, je vais donner à ce projet Feature un peu fou. Ils nous confient donc de l'argent, des dons. On leur fait quand même un reçu fiscal. Il y a quand même, Ces dons-là, ils sont investis au capital de start-up. Donc tu parlais des tickets de 100 à 150 000 euros. Et quand il y a une sortie, donc une plus-value, cette plus-value, on va la donner mise initiale comprise, à des associations. Donc ça, c'est vraiment la logique, c'est des entrepreneurs qui ont réussi nous confient des fonds parce qu'ils pensent qu'on va pouvoir démultiplier leurs dons. Enfin, c'est vraiment un principe de démultiplication du don en utilisant les mécanismes du capital risque et en bout de chaîne, on va pouvoir donner à des associations. C'est deux nouvelles façons de faire, à la fois de l'investissement dans les startups parce qu'une startup, c'est des fonds classiques qui viennent à leur capital. Là, nous, on devient un fonds philanthropique, c'est-à-dire qu'on va dire à la startup, tu nous ouvres ton capital, on va t'accompagner, mais en plus de ça, en fait, ta réussite viendra financer le bien commun. Donc ça, c'est complètement différent et innovant. On en reparlera aussi après. C'est ce qui nous aide aussi à attirer une typologie de start-up parce que c'est des fondateurs qui se disent grâce à Feature, je vais pouvoir être philanthropique avant même de pouvoir l'être, avant même d'avoir réussi ma start-up, puisque s'il y a un return à un moment donné, il sera donné à des associations et au bien commun. Donc ça, c'est la première partie. C'est vraiment réinventer la partie philanthropie et ensuite c'est la façon de financer les associations aussi qui est nouvelle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les dons baissent, on a besoin de réinventer la philanthropie parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un modèle un peu fou où en fait tu as des associations qui lèvent des fonds, enfin qui lèvent des dons pour ensuite financer des gens qui font du fundraising pour aller chercher d'autres dons. Enfin,
il y a quand même un système qui est un peu en perte de vitesse dans la façon dont on peut se dire que la philanthropie doit finalement mettre le maximum de ses objectifs dans la réalisation de sa mission sociale, tu vois. Et donc nous, on s'est dit, en fait, il y a des associations qui font des choses hyper innovantes et on va leur permettre de se financer différemment grâce à ce mécanisme-là où quelqu'un nous donne 1 euro et on espère qu'à la fin, en bout de chaîne, ça sera X euros donnés à des associations. Non, c'est juste pour compléter le point de vue philosophique, mais c'est de se dire aujourd'hui, et Anne-Sophie l'a dit, il y a maintenant des entrepreneurs français très successful dans la tech. Donc, parmi les donateurs, on a des gens comme Jean-Charles Samuelian, qui est le cofondateur d'Alan, Nicolas Julia, qui est le cofondateur de Sorar. Bon, je les cite pas tous, mais on commence à avoir des gros succès et surtout, on commence à prendre conscience que la France est une place forte de la tech, avec des levées de fonds qui ont atteint, là en ce moment ça se tasse un peu, mais bon, c'est des cycles, mais il y a eu des levées de fonds de 200, 300, 400, 500 millions, et on s'est dit, nous, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit pourcentage de cet argent, tout ce cash qui est injecté dans l'écosystème des startups, qui ne puisse pas être redistribué vers le bien commun. Et donc la philosophie de Feature, c'est ça, c'est de se dire, c'est notre mission un peu depuis 7 ans maintenant avec Anso, c'est de se dire comment est-ce que on arrive à joindre philanthropie, financement de start-up et tech au sens large, quoi. Et innover dans la philanthropie, tout simplement, qui est quand même un vaste chantier. Je confirme. Alors justement, on va parler de ces associations que vous soutenez parce qu'elles sont 3. Elles œuvrent autour de thématiques particulières, l'environnement, l'entrepreneuriat pour des publics sensibles et l'emploi. On retrouve Time for the Planet, Singa et Bias Impact. Donc c'est 100% des gains mis initiales qui reviennent finalement dans le fonds de dotation Raise Don et qui sont ensuite redistribués aux associations. Alors comment les startups ont accueilli votre innovation philanthropique ? Est-ce que ça se bouscule au portillon de Feature ou vous devez éduquer un petit peu l'écosystème ? On a fait un super boulot de communication et merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus aussi. Il faut aussi qu'on parle t'as forcément une partie d'évangélisation entre guillemets parce que comme c'est très innovant, surtout qu'on donne 100% des plus-values, il faut qu'on arrive aussi à faire connaître le dispositif. Mais quand on en parle, en tout cas, c'est reçu très positivement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à rentrer dans des beaux deals parce qu'on a aussi cet ADN-là philanthropique. Donc voilà, après la vision, pour aussi reprendre un peu de hauteur, c'est de se dire comment tu réinventes une partie du capitalisme. Et c'est ce que disait Noé avec l'exemple de Patagonia. Nous, il faut nous voir comme une expérimentation. Et on se dit, on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette expérimentation et montrer que ça marche en fait et qu'on peut vraiment utiliser des mécanismes qui aujourd'hui fonctionnent dans l'économie classique pour autre chose et pour la philanthropie. Donc là on en est au tout début, mais ce qu'on essaye d'expliquer c'est la vision qu'on porte et de se dire que en fait on peut aujourd'hui aussi, et les startups sont de plus en plus dans ces phases-là, on en parlera après, se dire que quand tu crées une boîte, tu peux avoir un partage de la valeur qui est différent de ce qui était fait avant envers les actionnaires. Voilà, les parties prenantes sont beaucoup plus incluses dans le partage de la valeur et ça, je pense que les startups qu'on rencontre et qu'on accompagne en ce moment ont beaucoup plus envie de à la fois changer les choses à travers la mission de leur start-up, mais aussi dans la façon dont elles vont organiser leur gouvernance, la redistribution, de la valeur qui va être créée, etc. Donc en fait, nous, Feature, on s'imbrique un peu dans ce chemin qui est déjà un peu ouvert de comment on remet le capitalisme dans quelque chose peut-être de plus sain, de plus intégré avec toutes tes parties prenantes. Pour répondre aussi à un bout de la question, c'est aujourd'hui l'investissement dans les startups, c'est devenu assez compétitif. Et malgré le contexte économique qu'on connaît, ça reste une classe d'actifs attractive. Et donc, les meilleurs deals, entre guillemets, vont être compétitifs. Il y a du monde qui va vouloir investir. Enfin, c'est comme quand on visite un appart. L'appart vue Tour Eiffel, à Paris. L'appart vue Tour Eiffel, en dessous du prix du marché, avec des belles dimensions, un beau découpage, un bel agencement, etc. Tout le monde le veut. Maintenant, comment est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tu fais pour pouvoir l'avoir, cet appart, donc autrement dit cette start-up ? Aujourd'hui, nous, on pense qu'avec Feature, on a un argument en plus, mais c'est parfois pas suffisant pour rentrer dans des très très bons deals ou pour financer des très très beaux entrepreneurs. Donc pour le moment, on a beaucoup de demandes entrantes, mais nous aussi on a un gros travail d'évangélisation à faire, de communication et de démontrer qu'au-delà de l'aspect financier, philanthropique, on a d'autres choses à apporter à ces entrepreneurs. Donc finalement, ça participe à forger votre marque investisseur. Exactement, encore un peu de travail, mais oui, on définit aussi, c'est tout ça, c'est définir tes valeurs et comment
tu les incarnes et comment tu vas emmener en fait les startups, enfin avoir envie aux startups, donner envie aux startups de faire un bout de chemin avec toi, quoi, finalement. Ouais, et la marque, c'est prépondérant en fait dans ce métier, autant sur les sujets de bouche à oreille, enfin ce que vont dire les entrepreneurs de toi quand tu investis, quand tu aides une start-up, autant le sujet de marque globale, ce que tu renvoies à l'écosystème, c'est hyper important, et ça, on est en train de le construire. Ouais, c'est un microcosme quand même. Alors actuellement, vous avez investi dans combien de startups avec Feature ? On a investi dans 8 startups. Il y a un 9e investissement en cours, donc c'est allé assez vite. Aujourd'hui, il y a 5 investissements qui sont publics. Donc, on a annoncé qu'ils sont Strapi, Mocacare, Stockly, Hors-Norme et Fermat tout récemment. Les autres ne sont pas encore publics. Voilà, donc aujourd'hui, 9 investissements si on grossit un peu les traits. Et vous estimez à combien d'euros les retombées philanthropiques pour les associations que vous soutenez ? Nous, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut qu'on prouve le modèle. Donc, en fait, réussir, c'est déjà, doubler ce qu'on a fait. Donc ça serait déjà génial. Et après, voilà, c'est pas une science exacte, notamment le capital risque. Si on a une start-up de ce portefeuille, alors l'idée c'est de faire grossir notre portefeuille. Là, on est à 8-9. Voilà, c'est de le faire grossir. Mais si on a une qui surperforme, ça permettra de générer énormément de dons. Donc tu peux pas vraiment, malheureusement, estimer. Après, c'est plus pour nous, vraiment la logique, c'est de montrer que ça marche et de se dire si ça marche, on va attirer plus de donateurs, tu vois, qui vont se dire finalement j'arrive et je sais que ça fonctionne, ils sont bons, ils y arrivent, ils redonnent à des associations. Donc on va faire grossir tout ça. On va diluer aussi notre risque parce qu'on va pouvoir faire plus d'investissements. Donc après, c'est un cercle vertueux qui s'instaure finalement. Donc ça, c'est déjà réussir à aller à cette phase 2 qui est prouver que ça fonctionne. Et après, la phase finale, c'est en fait qu'il y ait des associations qui puissent se dire, en fait, un des modèles de financement que je vais avoir, c'est ça. C'est en fait avoir, en amont, utiliser tout ce qui est les mécanismes de la finance pour me financer, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'apporter une forme de diversification aux méthodes de financement des associations aussi. Enfin, sur ce sujet-là, du sujet de combien est-ce qu'on va redonner, c'est aussi un peu la magie du modèle, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas. On nous pose souvent la question, mais on ne sait pas parce que demain, on fait un bon investissement. La tech et le venture étant ce qu'il est, on peut potentiellement faire un multiple de fois 100, 200, 300 sur un montant de 100 000 euros. Donc, avoir des montants très conséquents à pouvoir redonner derrière. Bon, c'est aussi le revers de la médaille, c'est que du coup, aujourd'hui, on peut pas adopter de logique très mathématique et très segmentée sur ce qu'on va pouvoir redonner aux associations. On le saura dans quoi, 1 an, 2 ans Les rendements du venture sont quand même positionnés 5 ans au plus tôt, généralement plutôt 7-10 ans, voire plus. Donc c'est du temps qui est quand même assez long. Maintenant, comme on investit aussi sur des phases un peu plus aval, une série B, c'est des levées de fonds entre 30 et 50 millions, donc des entreprises qui sont déjà bien développées. C'est pas impossible qu'on génère déjà du rendement dans les 1, 2, 3 ans à venir. C'est pas impossible. Mais oui, il va falloir être un petit peu patient. Quels sont vos critères de sélection des associations ? C'est une bonne question. Pour être très très honnête, on s'est concentré sur la création donc du véhicule d'investissement, donc Feature, et d'aller chercher des donateurs. Et là, on s'est dit la phase 2, c'est vraiment de structurer une gouvernance autour de Raise Don, donc ce fameux fonds de notation qui va donner aux associations, parce que nous, c'est pas notre métier de base. Enfin, moi, j'ai fait un peu de philanthropie à l'ESSEC, etc. Et j'aime beaucoup ça. Mais on a vraiment envie de s'entourer de personnes qui s'y connaissent dans le domaine associatif, pour à la fois avoir des process définis, de se dire quelle typologie d'association on aide. Alors on a déjà une idée, c'est-à-dire qu'on veut des associations qui soient proches de nous en termes de valeurs, c'est-à-dire qui portent de l'innovation dans la façon d'adresser leurs bénéficiaires. Donc tu parlais de Singa tout à l'heure, voilà, tout ce qui est entrepreneuriat pour les publics, les fragilisés, type réfugiés, c'est des choses qu'ils ont créées et qu'ils ont très bien fait. Donc essayer d'aller chercher des modèles associatifs qui ont de l'innovation dans la façon, voilà, de gérer tout ce qu'ils font. Et après, ça sera pas des énormes associations, si tu veux. On a été contacté par
MSF, Médecins du Monde, c'est pas à eux qu'on donnera. Il faut quand même qu'on ait de l'impact sans fragiliser non plus l'association, parce que si nous on donnera sur X années, mais nos returns ils sont pas garantis chaque année. Donc c'est aussi trouver le juste milieu pour aider des gens qui en ont besoin sans créer une trop grande dépendance vis-à-vis de nous. Et donc pour ça, on pense vraiment qu'il faut qu'on soit bien accompagné. Donc on va créer un organe de gouvernance, un conseil d'administration pour nous aider là-dessus. Après, comme disait Noé, les premiers returns, ça sera peut-être dans 1 ou 2 ans. Donc là, on est vraiment dans la phase de construction. Et si vous aussi avez des idées, d'ailleurs, nous, on est toujours preneurs aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui font déjà ce travail de sélection d'associations, de regarder ce qu'elles font, comment elles sont gérées. Donc, on a aussi envie de s'appuyer sur ce qui est déjà fait et bien fait, pas réinventer la roue et en fait perdre du temps. Et l'idée, c'est très vite de pouvoir donner aux associations qui font sens, quoi. Ouais. Et qui est logique, tu l'as un peu dit, mais entrepreneurial aussi derrière, dans le sens, quand on parle d'innovation, en fait, si on fait l'analogie avec la création de start-up, il y a 10-15 ans, créer une start-up, c'était pas le Saint Graal, quoi. Je veux dire, les gens sortaient d'école, ils avaient plutôt envie d'autre chose, et c'était vu comme quelque chose de très risqué, où on prenait de trop gros risques pour un succès qui n'était pas finalement immense. Maintenant, ça a complètement changé, et on a l'impression que c'est aussi un petit peu en train de changer pour ce qu'on va appeler le non-profit, ou la philanthropie au sens large, c'est-à-dire que maintenant on voit, il y a des entrepreneurs qui veulent créer des modèles philanthropiques innovants. Il y en a qui veulent adopter aussi une logique de start-up à de la philanthropie et du non-profit, et donc avoir de l'impact tout en mettant de l'innovation et une logique entrepreneuriale au sein du modèle. Et donc c'est aussi des choses comme ça qu'on a envie de venir soutenir, parce que c'est très en lien avec ce qu'on est et ce en quoi on croit. Comment vous voyez l'avenir du mécénat des entreprises en France, qui ne représente aujourd'hui que 9%? Moi, pour répondre à la question, surtout à des modèles comme Time, parce qu'en fait, finalement, c'est un modèle non-profit dans la philosophie. Simplement, ils n'ont pas la structure juridique pour, quoi. Et nous, on a les mêmes sujets, d'ailleurs, sur Feature, c'est-à-dire qu'on a des sujets, mais plus d'ordre fiscaux, parce qu'aujourd'hui, on a un fonds d'investissement qui va enregistrer des bénéfices, donc des plus-values, qui va derrière les redistribuer, et quand on enregistre ces plus-values, on va devoir payer... il va y avoir une fiscalité qui va être adoptée, et à ce moment-là, c'est débile de devoir rendre à l'État alors que cet argent, il va aller à 100% vers le bien commun. C'est-à-dire qu'on prive des acteurs non lucratifs d'un petit bout de ce qu'ils pourraient avoir quand on va reverser de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fiscalité adaptée à des modèles 100% philanthropiques. Donc, je mets un peu de Time dans la même case, et simplement pour répondre à la question de manière très précise aussi, c'est pas une association, mais aujourd'hui, quand on a expliqué le modèle, on peut redonner à des associations, mais on peut aussi faire des prêts à taux zéro. La logique de Time, c'est qu'aujourd'hui, de dire demain, s'ils structurent un modèle associatif, bien entendu, ils pourront faire partie des bénéficiaires et bénéficier d'un don. Mais aujourd'hui, on peut d'ores et déjà aussi faire des prêts à taux zéro aux entreprises qui vont venir soutenir. Et donc, c'était simplement, on voulait les ajouter pour la communication sur les 3 entités qu'on voulait soutenir, parce qu'on pense que le modèle est fabuleux, qu'on aime l'initiative et qu'aujourd'hui, ils ont déjà des résultats concrets. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à collecter de l'argent et qu'ils ont déjà financé quelques entreprises. Et nous, on pourrait faire un prêt à taux zéro avec les rendements de Feature. Et puis après, comme tu le disais, ils vont peut-être aller sur un modèle aussi, avec toute cette réflexion autour de The Event, un modèle de fonds de dotation ou autre, associatif pour aller un peu plus loin, parce que c'est vraiment bête de te dire quand tu as de l'innovation que ça puisse pas rentrer dans une case. Et pour étendre ça aux fonds de dotation et aux fondations, en fait, en France, contrairement aux pays anglo-saxons notamment, en fait, les fonds de dotation et les fondations sont très limités dans les pourcentages de détention qu'ils peuvent avoir dans des structures justement lucratives privées. Et donc du coup, ça c'est une aberration, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas créer des modèles un peu innovants où tu aurais une société finalement qui serait détenue par un fonds de dotation qui aurait, une mission X ou Y sociale, et du coup ça répond à ta question sur le mécénat d'entreprise aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'élasticité dans ce que peuvent faire les fonds de dotation pour en fait entraîner du mécénat d'entreprise beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on en parlait du partage de la valeur, tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qui se posent la question, du 1% pour la planète, ou de donner de façon systématique une partie de leur chiffre d'affaires à une cause. Mais c'est aussi comment en fait tu peux remonter une partie de tes actions, dans un modèle, à la Patagonia, de te dire, en fait, dès la création, je pourrais dire X% de mes actions sont détenues par un fonds de dotation X ou Y, et ça aujourd'hui, c'est
pas faisable. Enfin, il y a eu un amendement, je sais plus comment il s'appelle, Carayon, un truc comme ça. Mais c'est des choses qui sont en cours d'étude. Et ça, je pense que le vrai problème, il est aussi là, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment innover en mêlant en fait la philanthropie et l'investissement privé, parce que la structuration des fonds de dotation juridiques et des fondations ne fonctionne pas là-dessus. Ouais, mais tu as le Centre français des fondations et des fonds de dotation en France qui pousse pas mal sur le sujet, mais c'est vrai que ce sujet-là de détention capitalistique est un vrai sujet, parce que c'est vrai que les fondations et les fonds de dotation sont très limités en la matière. Pour compléter ce que dit Anso et aller dans le même sens, au UK, il y a une initiative qu'on avait beaucoup regardée qui s'appelle Founders Pledge aussi, qui est en lien avec la tech, qui permet typiquement à des entrepreneurs qui ont réussi de pouvoir pledger une partie de leurs actions, de leur boîte, vers du bien commun. Et ça se fait de manière hyper souple parce que juridiquement, il y a un peu moins de barrières. Mais nous, typiquement, on a dû quand même se casser la tête sur la structuration du modèle de feature, parce que on aurait pu, avec Raise Sherpa, détenir directement des participations, donc investir directement de l'argent dans les cibles, dans les startups. Simplement, aujourd'hui, c'est pas possible. On est très limité là-dedans, donc on a dû structurer quelque chose avec d'assez des complexe. Donateurs extérieurs, etc. Donc tu te dis que tu es quand même freiné dans la façon dont tu peux aller faire plus de philanthropie. Et donc je pense que c'est ça aussi le problème du mécénat d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, tu es une start-up, une PME, une ETI, un grand groupe. En gros, il faut que tu structures ton fonds de dotation. Enfin, c'est vraiment beaucoup de travail en fait pour arriver à faire du mécénat. Et puis après, tu sais pas vraiment à qui donner, comment, pourquoi. Donc, tu as de plus en plus, si on parle de notre écosystème startup, scale-up et licorne, tu as de plus en plus de très belles startups qui créent justement leur fondation avec une thématique dédiée, etc. Mais je pense que si tu fais en sorte que c'est plus simple de pouvoir donner une partie de tes parts, en fait, voilà ce que disait Noé, une fondation, etc. En fait, la philanthropie serait beaucoup plus innovante, en fait. J'invite nos auditeurs à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec Virginie Segar sur les fondations actionnaires, parce que c'est un modèle qui existe depuis plus de 10 ans en Europe du Nord, plus particulièrement, et qu'on a redécouvert justement à l'occasion du don historique de Yvon Chouinard. Et j'avais envie de rebondir aussi, le fait d'aller chercher des investisseurs, en tout cas en ce qui vous concerne, à l'échelle européenne, ça rajoute certainement aussi une couche de complexité, parce qu'il n'y a pas vraiment d'harmonisation au niveau de la fiscalité, donc c'est encore un enjeu supplémentaire. On le voit d'ailleurs, pour le moment, on reste assez franco-français, on va pas se mentir, mais nos donateurs sont français. Je sais même pas si aujourd'hui on serait capable, en toute humilité, de pouvoir s'adapter à un donateur étranger, parce que, pareil, en termes de fiscalité, on ne sait pas exactement à quoi il faut se préparer, parce qu'aujourd'hui on peut émettre des reçus fiscaux. Donc c'est-à-dire qu'on accueille un donateur, il y a émission d'un reçu fiscal. Donc ça aujourd'hui on le maîtrise très bien, mais effectivement à l'échelle européenne c'est un peu plus complexe, quoi. Ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'initiatives à l'échelle européenne comme la nôtre, à savoir un fonds d'investissement qui décide d'abandonner 100% de ce qu'il gagne, de ne pas intéresser ses équipes, de ne pas prélever de frais de management pour gérer les fonds sur des dons, et donc de reverser 100% plus mise initiale comprise à du bien commun. Je pense pas que ça existe. Je sais pas si un jour ça existera, parce qu'il faut quand même payer des équipes, etc. Et nous, le modèle derrière fait que on a une fondation. Donc oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En préparant cet épisode, j'ai découvert que les startups françaises n'ont jamais levé autant d'argent. Selon le baromètre du capital risque du cabinet Ernst & Young, elles ont levé un montant record de 8,4 milliards d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de 63% en valeur par rapport à la même période en 2021. Alors je sais que vous êtes encore les seuls à proposer de détourner les gains du capital investissement vers la philanthropie, et que vous seriez ravis d'être copiés. Quelle ambition vous avez pour le secteur dans les prochaines années, et quel potentiel pouvons-nous aller chercher selon vous ? Alors, on n'est pas les seuls à détourner une partie des gains. Je pense qu'on est les seuls à le faire à 100%. 100%, ouais. Ouais, c'est le 100%, nous, qui est vraiment important. C'est que, parce que Raise est un modèle qui détourne les gains du capital investissement vers de la philanthropie, comme il y en a d'autres qui se mettent en place. Simplement, le faire à 100% sur une cible tech, donc start-up, ça, je pense qu'on est les seuls. Et ensuite, on n'a pas la boule de cristal, mais c'est une vue très personnelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même promis à un bel avenir en termes de tech, et notamment en France, on le voit. Il y a des très beaux entrepreneurs qui émergent.
Maintenant, tous les fonds étrangers se tournent vers la France. On commence à avoir, c'est ce qu'on va appeler les repeat entrepreneurs. Donc, c'est des deuxième, troisième génération d'entrepreneurs. Donc, des personnes qui ont déjà revendu des boîtes ou déjà monté des boîtes qui ont connu un gros succès et qui remontent d'autres startups derrière. Donc, avec forcément une probabilité de succès un peu plus forte. Donc, il y a un vrai écosystème qui se met en place. Je pense qu'il y a des beaux jours devant nous parce qu'il y a l'adoption du logiciel ou du software, pour parler en jargon un peu plus sexy. On en est vraiment qu'au début. Donc on le voit avec l'adoption de tout ce qui est logiciel en entreprise qui ne cesse de grandir. Donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui il y a un contexte économique qui est pas simple. Il y avait besoin d'une correction parce que effectivement les levées s'emballaient, les prix, les valorisations des entreprises étaient complètement décorrélées des logiques business. Là maintenant je pense que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que on est redescendu tellement bas qu'on décorrèle vers le bas, parce qu'il y a des entreprises qui vont très bien et qui sont valorisées très basses. Voilà, tout ça pour dire que je pense que ça va se maintenir, qu'on a un très bel écosystème en France. Il y a une période dure qui va arriver, mais ça va à mon avis repartir vers un cycle haussier et peut-être un peu plus durable. Ouais, et pour compléter sur la partie philanthropie, on va dire, là tu parlais des levées de fonds records, et donc il faut comprendre que à côté c'est des fondateurs qui ont créé des boîtes qui ont super bien marché, qui ont été super bien revalorisées, et du coup ces fondateurs ils ont de l'argent, donc c'est aussi des gens qui sont à la recherche de sens, parce que quand très vite ta boîte a marché, faut quand même comprendre, tu te dis mais en fait voilà, maintenant je suis quelqu'un, je suis écoutée pour ce que je dis et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et donc finalement il y a aussi, nous on le voit beaucoup dans nos entrepreneurs parce qu'ils nous parlent énormément, c'est la recherche de sens dans finalement j'ai fait tout ça mais pourquoi. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir accompagner cet écosystème tech qui réussit bien et qui sera les réussites de demain. Peut-être voilà, les boîtes du CAC 40 seront les boîtes qu'on a vu passer, quoi. C'est quand même assez dingue. Et de se dire comment tu accompagnes ces fondateurs qui ont envie, on le voit à chaque fois, de donner du sens à cet argent et à l'entreprise qu'ils ont construit. Donc du coup c'est aussi je pense hyper positif de se dire il faut accompagner ces fondateurs, et du coup il faut aussi que ce soit plus simple de créer des fonds de dotation. Ouais, et c'est hyper vrai parce que il y a 5-10 ans, tu créais ta boîte à 30 ans, tu la revendais 5 ans plus tard 100 millions, ça n'existait pas tant que ça. Et aujourd'hui, tu parles à un notaire, il va te dire que, bon, c'est pas non plus, ça arrive pas tous les jours, mais que c'est quand même assez fréquent. Et je pense que c'est aussi une génération d'entrepreneurs ou de personnes tout simplement qui ont envie de, comme tu dis, de donner un sens à tout l'argent qu'ils ont gagné et d'en faire quelque chose, quoi, d'utile. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir bouclé la boucle avec vous aujourd'hui, parce que quand j'ai lancé ce podcast, Philanthropio, c'était pour dissiper en partie des malentendus autour de la collecte de fonds et plus largement de la philanthropie. Parce que quand je disais que je travaillais en collecte de fonds, on me prenait un petit peu pour une business angel. Et aujourd'hui, on voit que finalement, l'investissement et la philanthropie peuvent faire bon ménage. Donc, la boucle est bouclée, en quelque sorte. Je vais vous laisser le mot de la fin, Noé et Anne-Sophie. Nous, on adore boucler les boucles. Oui, on aime bien les boucles, les cercles, c'est vertueux, quoi. Ouais. Après, nous, là, on en parle, et merci de nous avoir invités encore une fois, mais ce projet, on l'a quand même rêvé. Enfin, c'était un peu un rêve et qui est devenu réalité. Donc, on va essayer de le porter le plus loin possible. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde, on a besoin de donateurs. Donc, voilà, s'il y a des gens aussi qui nous écoutent à un moment donné et qui ont envie de donner à ce projet, on sera ravis d'en discuter avec eux. Et voilà, après, c'est juste se dire, mais il y a tellement de choses à faire pour utiliser ce qui fonctionne bien. Enfin, voilà, nous, on pense aussi que on est assez pragmatique, quoi. Il y a le capitalisme, il y a des mécanismes, et comment on peut les utiliser, les détourner pour un truc encore plus grand. Et ça fait plaisir de voir qu'on embarque à la fois nos équipes, des donateurs, des startups, et en fait, tu fais que du positif, et ça, c'est vraiment super. C'est génial, en fait, de faire ça dans la vie. Et c'est sexy, quoi. Enfin, non, mais je pense que la philanthropie a besoin d'être sexy, parce qu'il y a un peu cette connotation un peu négative de, voilà, donc c'est pas forcément très sexy, on n'est pas bien payé, etc. Nous, on croit pas en ça, on pense que ça doit être sexy et que ça peut être sexy. Donc, Feature, c'est une manière d'adresser ça. Voilà, le message, c'est plutôt ça, c'est venez nous aider. Toujours avec cette double logique, c'est pour les gens que ça intéresse, bon, les entrepreneurs, les entrepreneuses, mais de se dire aider des startups et ensuite aider aussi le bien commun, c'est possible de le faire au même endroit, et Feature est né pour ça, quoi. Merci beaucoup, Anne-Sophie, merci Noé. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio.
Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.